que déjà, Rihanna, petite contextualisation, là, où est-ce qu'on en est là, de cette Alors, évolution législative? alors, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'il y a un mouvement global au niveau du législateur européen, qui a un mouvement qui pousse très fort sur le sujet cyber, et c'est normal, puisque la cybercriminalité, en 2021, c'est 5,5 milliards d'euros de coûts. C'est énorme. Donc, le législateur européen ne peut pas laisser les choses en l'état et dit on pousse pour faire avancer le cadre réglementaire. Et donc, je vais citer trois réglementations, je dirais, sur ces aspects. DORA, le CRA, le Cyber Resilience Act, et puis NIS 2, la directive NIS 2. On va bien dans un système qui globalise, en tout cas qui essaye d'apporter une réponse globalisée à l'enjeu cyber, sécurité. DORA, c'est le Digital Operation Resilience Act. Il concerne le secteur financier. Donc, l'objectif de DORA est simple. C'est un règlement, donc règlement dit application directe dans l'ordre national, pas de loi de transposition. C'est quoi DORA? C'est des exigences uniformes pour l'ensemble du secteur financier. C'est la sécurité des réseaux et des systèmes d'information pour les entreprises, les organisations du secteur financier, mais aussi, et ça c'est important, pour leurs prestataires, notamment sont visés les fournisseurs de cloud, donc d'hébergement nuage, et les analystes de données, toutes les prestats, tous les fournisseurs de solutions qui analysent de la donnée. Et l'entrée en vigueur de DORA, qui est un règlement, donc il faut vous préparer tout de suite parce qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire, je pense, de tolérance en fait. C'est le 17 janvier 2025. Autant dire que lorsqu'on est sur des projets de conformité et de sécurité, c'est demain. Ça veut dire budget, ça veut dire temps équipe, ça veut dire modification de process en interne, ça veut dire augmentation, enfin ça peut vouloir dire achat de licence. En tout cas, voilà, c'est des projets qui sont lourds en termes de cyber, mais il n'y a pas le choix pour ce qui est du secteur financier. Ensuite, on a le Cyber Resilience Act, qui est pareil, un règlement qui lui est toujours en travaux, mais qui est très intéressant à étudier parce que vous allez comprendre finalement tout le monde va dans le même sens, en tout cas tous les textes du législateur européen vont dans le même sens. Et là, c'est quoi? C'est l'objectif de sécurité des produits numériques, donc vos téléphones, vos ordinateurs, vos outils quelconques, vos cartes réseau. Enfin, c'est vraiment les produits numériques, mais aussi les logiciels. Donc là, c'est quoi? C'est Security by Design sur la production de produits numériques et de logiciels numériques. Et puis enfin, c'est évidemment la directive NIS 2 qui, elle, donc c'est la refonte de la directive NIS 1, qui est donc Network et Information Security. Cette directive, qui a été transposée chez nous en 2018, a été mise à jour et votée le 10 novembre 2022 par les parlementaires européens. Elle s'appuie évidemment sur NIS 1, mais elle va plus loin, on va en parler. Et elle est entrée en vigueur le 21 janvier 2023 avec un délai de transposition de 21 mois. 21 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la directive sera contraignante pour les États membres. S'ils n'ont pas fait de loi de transposition, elle aura une application directe dans l'ensemble des États membres en octobre 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, l'ensemble des États membres auront des lois de transposition, devront avoir mis en œuvre des lois de transposition pour octobre 2024. Et donc, ça veut dire que les organismes qui sont soumis à NIS 2 devront être conformes à cette date. Et c'est assez lourd. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui va changer en fait avec NIS 2?
Alors, ce qui va changer, d'abord, c'est la question du secteur, de l'impact sur c'est sur quel secteur va impacter, quels secteurs sont impactés par NIS 2. Alors, NIS 2, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un élargissement vraiment fondamental du champ d'applicabilité, puisque c'est ajouté à NIS 1 le secteur spatial, les administrations publiques, les fournisseurs de services numériques, l'alimentation, les réseaux d'eau usée et de gestion des déchets, les services postaux et les fabricants de produits chimiques et pharmaceutiques. On vise l'administration publique pour que lorsque les administrations répondent à certains critères. Et je veux insister sur l'administration publique parce que c'est vraiment aussi un enjeu dans cette directive. Lorsque l'entité est l'unique prestataire d'un service de l'État, par exemple, lorsqu'une perturbation du service pourrait avoir un impact sur la sûreté publique ou la sécurité publique ou bien la santé publique, sont concernés également les collectivités, enfin les administrations publiques, si une perturbation du service pouvait introduire un risque systémique et lorsque l'entité est considérée comme critique via son importance au niveau de sa région ou au niveau national. Donc, parce que, par exemple, elle rend un service particulier ou parce qu'elle est dans des secteurs interdépendants de l'État. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on vise environ 600 types d'entités différentes ici au regard de l'échelle publique. C'est majeur. C'est un véritable changement pour les collectivités territoriales aussi, puisque on a des collectivités territoriales qui, par leur taille, pourraient rentrer tout à fait dans ces critères. Et donc, c'est vraiment majeur. Ensuite, ce qui change aussi, c'est que toujours sur la question, peut-être passer sur la question d'après, qui est la question des seuils, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui change de manière fondamentale, c'est les exceptions d'application au périmètre de NIS 2, finalement, sont assez faibles, puisque c'est des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, plus de 50 salariés, déjà, c'est une grosse partie. Et c'est les entreprises de moins de 50 salariés, sauf si les services sont fournis sur le secteur réseau de communication électronique public ou services de communication électronique accessibles au public, les prestataires de services et les prestataires de confiance, ou bien les registres de nom de domaine, donc et les fournisseurs de DNS. Donc ça, les petites structures qui font du nom de domaine et qui fournissent des TLD ou DNS sont visées par la directive. Ensuite, si on évoque la question des obligations qui en découlent, on est vraiment sur des obligations qui sont liées à la criticité de l'organisme et notamment des obligations de sécurité, donc technique, opérationnelle, avec donc cette idée que on doit être en capacité de subir l'attaque, de remonter. Donc, c'est tout ce qui va concerner le plan de reprise d'activité, le plan de continuité d'activité, l'anticipation de ce type de risque avec le test concret. Et puis après, toutes les dispositions, mais là, je ne veux pas rentrer dans le détail, qui sont vraiment des dispositions qui ont des impacts opérationnels d'un point de vue technique de cybersécurité, où là, vous allez avoir des obligations, notamment de prise de décision par les instances en termes de cybersécurité. Donc, ça veut dire que le RSSI va pas faire son truc dans son coin et le COMEX ne peut pas ignorer les demandes. Il va devoir y avoir une prise de décision du mandataire, notamment dans le secteur privé, mandataire donc le président, par exemple, va devoir trancher, prendre des décisions avec son responsable de la sécurité. C'est plus un sujet uniquement qui sera un sujet technique, c'est vraiment un sujet qui est avec NIS 2 porté sur les plus hautes instances et avec une vue très transversale de l'obligation de sécurité qui devient là vraiment extrêmement contraignante pour les organismes, qu'ils soient publics ou privés, des secteurs que j'ai rappelés tout à l'heure.